dire que les problèmes de limitation des naissances, c'est un problème énorme dont il va falloir parler. Puis je prétends pas que ça va se régler tout seul. Je dis simplement que si on fait l'autruche et qu'on se met la tête dans le sable, il paraît d'ailleurs que c'est pas vrai que les autruches font ça, mais en tout cas, que si on refuse d'en parler, la seule chose qui est certaine, c'est qu'on s'en va vers un problème énorme, un problème à la grandeur de la Terre entière, il n'y a pas de doute. Et d'un autre côté, tout le monde va reconnaître, il n'y a personne qui a envie de voir un petit bébé mourir de faim. Mais les gens, en général, mon expérience, c'est que les gens ne sont pas capables de mesurer le résultat de leurs actes, bien souvent. Je dirais que, quelles que soient les actions, là, que malheureusement, les êtres humains ne sont pas très bons pour mesurer les résultats de leurs actions. Et il y en a une poignée, mais pas beaucoup. Excusez-moi, oui. Un petit parallèle quand même, c'est que effectivement, il y a des enfants qui meurent de faim, mais on vit quand même dans une société de l'abondance, de manière générale. Il y a des enfants qui meurent de faim de l'autre côté de l'Atlantique, mais ici, comme en Europe, on jette de la nourriture à profusion dans les poubelles. Oui. Il y a du gaspillage énorme. Oui, mais là, l'argent qui est investi dans les publicités, ça a été démontré plusieurs fois, pourrait combler un déficit d'alimentation dans certains pays. Oui, vous voyez, mais est-ce qu'il y a aussi une mauvaise gestion de tout ça? Non, c'est qu'on parle d'une impossibilité, tout simplement. Non, la réponse à ça, c'est non, ça ne se fera jamais parce que ce n'est pas pratique et parce que les gens ne pensent pas comme ça et qu'il faudrait une organisation pour contrôler la Terre entière et organiser la Terre entière selon ce qui vous paraît à vous le plus pratique. Mais vous êtes une personne et il y a des milliards de personnes qui ne pensent pas comme ça. Alors, vous ne pourrez jamais faire ça à moins de contraindre les gens à faire des enfants comme vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. On ne peut pas fonctionner comme ça. La seule chose possible, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'on va continuer à faire des enfants? Et si on continue à faire des enfants, qu'est-ce que ça va donner? Et le résultat, c'est la catastrophe, c'est assuré. Et le problème aussi, comme vous disiez, c'est qu'en Afrique, les gens veulent continuer à tout prix à faire le plus d'enfants possible parce qu'ils s'imaginent comme si on était au Moyen-Âge ou à l'époque de l'Empire romain, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir gagner des guerres en faisant de plus en plus d'enfants. Bon, les Américains ont gagné des guerres comme ça. Ils vont gagner la guerre de la survie de leur propre civilisation. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Du Rwanda, lui, il associait le génocide à un fait que le Rwanda, qui était c'est des terres agricoles, faisait des enfants à un rythme trop soutenu, de sorte qu'à un certain moment donné, il allait forcément avoir des confrontations. Des tensions, ouais. Je suis entièrement d'accord avec vous et je suis entièrement d'accord avec lui. J'aime beaucoup Lugan, beaucoup. Et puis, parce que je trouve que ses analyses sont très justes et très souvent, ça décrit des catastrophes annoncées, mais je trouve qu'il a raison. On ne veut pas voir ça, on ne veut pas l'entendre. Mais moi, même avant de connaître Lugan, j'étais de ceux qui préconisaient, quand j'étais au tribunal pour le Rwanda, je disais qu'une des premières personnes qu'on devrait accuser, qu'on devrait amener devant le tribunal, c'est le pape, qui était venu au Rwanda demander aux Rwandais de ne pas mettre de condom et de continuer à faire des enfants. 2 ou 3 ans avant, même peut-être 2 ans, je pense, avant les massacres. Et moi, je pense qu'un des grands responsables, c'est le pape, et qu'on aurait dû tout au moins l'entendre devant le tribunal. Alors, je suis d'accord avec Lugan, ça va être énormément catastrophique, et ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas de problème quelque part que ça va rendre la situation plus juste ou plus supportable ailleurs. Et pour avoir vécu dans des pays surpeuplés comme en Inde et en Chine, par exemple, pas vécu, mais on fait passer un bout de temps, 1 an en Inde, puis beaucoup de temps en Chine, les gens de pays surpeuplés comme ça, une des premières choses qui garantit leur survie, c'est de n'offrir aucune sympathie, de ne pas se laisser encombrer
par des sentiments humanitaires, que j'étais dans des Mercedes qui fonçaient là, devant le portail de la résidence de quelqu'un à Delhi. Il y avait plein de mendiants devant le portail. Le portail s'ouvrait automatiquement. Les résidents avaient pas, les mendiants n'avaient pas le temps de s'écarter. La voiture fonçait sur eux. Je ne sais toujours pas si on en a écrasé ou pas. Et ça, les gens de ces pays-là sont d'une dureté face à la misère comme vous ne pouvez pas imaginer. Ils ne pensent pas comme vous et ils ne veulent pas penser comme vous. C'est inutile de s'imaginer que ces gens-là vont changer d'idée. Des Africains exploiteurs, là, je vous assure que les Blancs exploiteurs ont une grosse côte à monter avant d'arriver à rivaliser avec ça. Alors moi, je ne me laisse pas intimider par des Africains noirs qui viennent me parler des Blancs exploiteurs. J'ai entendu en Afrique, au Rwanda, des gens me dire que... Ils me disaient à moi, il y a une de mes amies finlandaises, une collègue finlandaise, il me disait qu'il était temps qu'on paye pour nos colonies. Je dis, mais enfin, où est-ce qu'on a eu des colonies en Afrique? Les Finlandaises, en fait, je faisais toujours des blagues avec elle, je l'appelais Madame Nokia. Je dis, mais les Finlandaises, peut-être qu'elle a une colonie avec ses Nokia, mais pas moi. C'est quand même... non, ça, on s'en va vers des problèmes vraiment, vraiment énormes. Parce qu'en plus, les gens vont s'entretuer. C'est pas seulement que les bébés vont mourir de faim, que les enfants vont mourir de faim, mais les gens vont s'entretuer. Et... Mais on dirait que des fois, c'est voulu. C'est-à-dire que oui, il y a un problème de natalité, peut-être, de surnatalité, mais comme Paul Kagame au Rwanda, oui. a fait ses études aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est les États-Unis qui ont mis... C'est-à-dire que c'est les universités américaines qui l'ont formé. Qui l'ont formé, oui, mais c'est le lien avec Kagame que j'ai pas bien connu, mais que j'ai connu un peu quand même, qui est quelqu'un de très brillant et un diable. Mais Kagame, c'est le diable, il n'y a pas de doute. Mais Kagame, il n'y avait pas besoin des Américains pour être intelligent et pour être méchant, ça, croyez-moi. La seule chose qui l'a servi, c'est qu'il est allé comme militaire, il est allé faire des études de militaire aux États-Unis, et ça, les Américains, dans leur politique extérieure, ont toujours utilisé les Américains qui étaient venus faire leurs études aux États-Unis pour infiltrer et contrôler d'autres pays, des pays étrangers. Et c'était vrai aussi pour le Rwanda. Bon, puis en plus, Kagame, il s'est débarrassé d'un type dont j'oublie le nom maintenant, qui était le chef du FPR avant lui. Il l'a fait disparaître. L'autre a été tué, et c'est par les gens de Kagame. Et moi, je suis de ceux qui croient que c'est Kagame qui est responsable qui a fait abattre les avions. Ah oui, j'en suis convaincu. Et j'ai toujours dit, quand je suis arrivé au Rwanda, j'avais deux questions. Comment ça se fait qu'on parle d'1 million de personnes? Qui les a comptées? On disait même 1 million de Tutsis qui avaient été tués. Alors, et je disais... Non, ils n'étaient pas 1 million à cette époque-là, c'était une impossibilité. Et j'ai commencé à poser cette question-là, et puis les gens me répondaient, même à l'intérieur du tribunal, les gens qui étaient responsables d'examiner ça objectivement, me répondaient tout de suite passionnément « T'es un génocidaire, t'es un génocidaire ». Je ne suis pas génocidaire, je demande simplement d'où vient votre chiffre. Et puis, même s'il y avait eu seulement un massacré comme ça, c'est déjà trop. Si c'est moi le massacré, là, c'est trop. Mais les gens disaient n'importe quoi, et je leur disais, mais d'où viennent vos chiffres? Dites-moi simplement d'où viennent ces chiffres-là. Continuez à examiner ça. Vous pourrez regarder, d'ailleurs, j'ai publié un texte dans Le Devoir qui m'a valu des injures de gens qui sont jamais le Rwanda de leur vie et qui sont tous convaincus qu'il faut arrêter de se poser des questions comme ça, que c'est sacrilège de se poser des questions comme ça. Je dis, mais dites-moi ça. Ça rappelle, si on peut faire le parallèle, oui. C'est que c'est pas politiquement correct, mais ça rappelle un peu justement l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale avec des Juifs ou des gens Absolument. En question le nombre de morts en les compensant. Mais c'est exactement là que c'est exactement là que j'avais appris
à me poser cette question-là parce que je connaissais déjà les travaux du professeur Hillel, qui est quelqu'un qui a survécu au camp de concentration et qui a compté le nombre de victimes juives. Il a passé sa vie dans une université américaine à les compter. Et il arrive, en gros, de mémoire, entre 3,5 millions et 4 millions. Et il a tellement fait, ce travail est tellement sérieux et irréfutable, puis il a tellement fait de tapage à ce sujet-là, bon, appuyé par plein de gens qui sont des révisionnistes et tout ça. Mais Hillel a fait tellement de travail que finalement, on a enlevé le chiffre de 6 millions qui apparaissait, entre autres, à Auschwitz et dans d'autres camps de concentration. On a fini par enlever ce chiffre-là parce que le 6 millions, dès que vous voyez le 6 millions, vous savez que c'est pas quelqu'un de sérieux qui est en train de vous écrire. Donc, ou bien c'est quelqu'un de mauvaise foi. Puis, pour le tribunal, on disait 1 million. Et là, j'ai posé la question vraiment tout le temps que j'ai été là. Et je peux vous dire, je connais la réponse, un début de réponse. Mais parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire la démonstration parce que j'avais de plus en plus de chiffres. J'ai dit, ben non, c'est pas possible. Et si on avait tué 1 million de Tutsis, il y aurait plus de personnes qui y reviendraient. Il reste pas assez de monde. Et puis, il y avait une autre façon de faire le calcul. J'admets que je m'en souviens plus. Puis à chaque fois que je parle de ça, je me dis, il faudrait que je retrouve mon document pour que je vois comment c'était calculé. Mais on a fait un calcul à partir de la quantité de bestiaux que les Tutsis avaient transportés avec eux en Ouganda et qu'ils ont ramenés ensuite. Je vous donne ça juste comme piste, je ne peux pas vous dire plus parce que je ne me souviens plus comment on faisait le calcul, mais en faisant ce calcul-là, on disait non, les chiffres ne marchent pas, ne concordent pas. Et en gros, je peux vous dire, parce que tout ce que j'ai trouvé comme explication, puis je sais exactement où est ma source pour ça, c'est que il y a quelqu'un, pendant les massacres, il y a un bourgmestre, j'oublie le nom de l'endroit là, mais pas loin de Kigali, un bourgmestre qui a fait le calcul et qui a dit, en ce moment, il y a environ 200 000 disparus de ma commune. Et ça comprenait Hutus et Tutsis, et il ne parlait pas de gens qui avaient été tués, simplement de gens qui étaient disparus dans la crise que ça représentait. Et par la suite, peu de temps après, je pense que c'est 3 jours après, le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne a déclaré en conférence de presse qu'il y avait 500 000 victimes au Rwanda, plus de 500 000 victimes. On ne sait pas, et je ne le sais toujours pas, on ne sait pas comment il est arrivé à ce chiffre-là. Et par la suite, et là ça a pris plus de temps, les Américains ont parlé d'1 million, parce que les ONG, Human Rights Watch et Africa Watch, avaient intérêt à grossir le chiffre le plus possible pour que les Américains parlent de génocide. Parce que la loi américaine prévoyait que dès qu'on parle de génocide, les États-Unis doivent intervenir. C'est comme ça dans le texte de loi. Dès que les États-Unis reconnaissent qu'il y a un génocide quelque part, ils doivent intervenir. Et c'est pour ça et pour d'autres raisons que les Américains sont très réticents à utiliser le mot génocide. Par exemple, on n'a pas voulu utiliser ça dans le cas du Cambodge. Il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'on utilise le mot génocide, puis les Américains ne voulaient pas, puis les Américains ont continué d'appuyer les Khmers rouges très, très, très longtemps, même après que les Vietnamiens soient venus libérer le Cambodge. Les Américains ont continué d'appuyer les Khmers rouges, les Français aussi d'ailleurs, et puis ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. C'est une honte, cette affaire-là. Si vous voulez être dégoûté de la politique pour toujours, de la politique internationale, regardez ce qui est arrivé à ces pauvres Cambodgiens. C'est vraiment... moi, j'ai tendance à être très cynique et très pessimiste, et je vous assure que quand vous regardez ce qui est arrivé à ces gens-là, c'est épouvantable. J'ai travaillé au tribunal pour le Cambodge aussi, soit dit en passant, le tribunal des Khmers rouges. Mais entre autres, il y a la fameuse école en plein centre de Phnom Penh, PL 21, où on torturait les gens.
et de façon abominable. Et les gens, tellement que les gens se suicidaient parce qu'on les torturait. Alors les gens, c'était une ancienne école, alors les gens pouvaient sortir sur des galeries qu'il y avait à l'extérieur, là, et ils se jetaient dans la cour pour se suicider. Alors on a installé de la broche, des grillages comme on a pour les poules. On a mis du grillage à poules pour les empêcher de se suicider. Et comme il y en a qui se suicidaient quand même, là on annonçait à tout le monde pendant qu'on les torturait que s'ils se suicidaient, qu'on allait prendre les gens de leur famille et les torturer aussi. C'est atroce. Si vous avez encore un peu d'empathie pour l'espèce humaine, il faut lire au sujet de ce qui s'est passé là-bas. Croyez-moi, ça revient à ce que disait Jean Lacouture, tout est toujours possible. C'est épouvantable. Et ça, c'est un problème. C'est drôle parce que ça fait comme une boucle, mais c'est un problème. Quand vous faites du travail là-dedans, dans ces missions-là, ou bien vous pouvez devenir très, très cynique et faire comme des gens que j'ai vu faire, sortir votre pique-nique et faire votre pique-nique devant des dizaines d'enfants qui meurent de faim, qui vous demandent à manger, et ça vous fatigue pas du tout. J'ai vu des Américaines faire ça. J'aurais encore envie de les battre. J'avais envie de les battre à ce moment-là, puis je regrette de ne pas l'avoir fait. Ou bien, vous pouvez être touché tellement que vous ne pouvez pas continuer à faire ça et que vous devez partir. Et je connais des gens qui sont partis, et dans certains cas, qui sont partis très rapidement. Ou bien vous faites comme moi, j'étais arrivé à faire un peu, comment dire, à me justifier auprès de moi-même, mettons. Je pense que c'est comme ça que je peux le présenter, et de me dire, bon, ben, je suis comme un chirurgien, il faut que je fasse le travail. Et puis si j'étais devant un chirurgien, je ne demanderais pas qu'il se mette à pleurer et à dire que c'est triste qu'il est obligé de m'amputer la jambe ou que c'est triste que j'ai perdu ma jambe sur une bombe, mais il va faire son travail, puis je ne lui demande pas qu'il pleure. Tout ce que je veux, c'est qu'il fasse le travail le mieux possible. Alors, j'étais arrivé à me faire ce raisonnement-là pour pouvoir fonctionner. Autrement, vous ne pouvez pas fonctionner. C'est comme la peur aussi. J'ai entendu une sœur du Bon Pasteur. Elles sont très bonnes, je trouve. J'ai beaucoup de respect pour elles. Je suis parfaitement athée. Et je leur disais d'ailleurs, je les aimais beaucoup, puis j'ai fait beaucoup de travail avec elles. Puis je leur disais, vous savez, je suis un athée de bonne foi. Alors, ça les embêtait beaucoup parce qu'elles ne savaient pas quoi faire avec ça, mais elles se sont rendues compte très vite qu'elles pouvaient compter sur moi, alors qu'il y avait des gens qui se disaient religieux sur qui elles ne pouvaient pas compter. Moi, si je leur disais, très bien, je vais vous faire ça, je vais le faire, c'est réglé. Et puis, j'avais entendu cette bonne sœur-là à la télé, justement, au Rwanda. On lui demandait, mais est-ce que vous n'avez pas peur? Elle était dans un endroit épouvantable où il y avait des combats de rue. Là, vraiment, elle ne savait pas si elle allait finir la journée. Elle ne savait pas si elle ne se ferait pas tuer là, dans les minutes qui viennent. Et puis elle faisait, je pense qu'elle était infirmière, elle travaillait dans un hôpital. Puis les gens disaient, mais est-ce que vous n'avez pas peur? Puis elle disait, ah oui, j'ai peur, mais je mets ça de côté pour continuer à travailler. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est ça qui m'est arrivé de faire. J'ai trouvé ça bon parce que je me rappelais d'avoir fait exactement ça là, avec quelqu'un qui a une arme braquée sur vous, un jeune de 14-15 ans qui est sous, qui est stone et qui a l'arme braquée comme ça, qui ne sait pas trop ce qu'il va faire là, et puis qui ne m'aime pas en plus parce qu'on est en train de s'engueuler, parce qu'il veut fouiller la voiture, puis je ne veux pas. Et finalement, je l'ai laissé fouiller la voiture parce qu'il y avait avec moi 2 policiers hollandais, et puis là, je me suis rendu compte qu'eux ne comprenaient pas ce qui se passait, ce que je disais au gars et ce que le gars me disait en français. Puis, à un moment donné, j'ai pensé à ça, je me suis dit, ces gars-là ont une famille. Je peux pas continuer. Je ne peux pas faire ça et risquer leur famille, risquer leur vie à eux et risquer leur famille. Alors, j'ai cédé. C'est bien contre mon tempérament. Puis, je le regrette d'une certaine façon, mais d'un autre côté, je sais que c'est la seule chose à faire. Vous avez peut-être sauvé 2 vies. Oui, et la mienne. Ça ferait 3, ça compte aussi.
Donc, Monsieur Sirois, on a remis un document entre vos mains donc, qui parle de migration de remplacement. C'est un document de l'ONU qui, je pense, date entre 1999 et 2001. Et donc qui expliquait en fait que pour pallier à une population vieillissante et un déclin de population, qu'il fallait faire venir des gens. Donc, quelle est votre analyse selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai pas lu ce document-là, comme je vous l'ai dit, mais je suis un peu étonné que, enfin, d'après ce que vous me dites, en tout cas qu'on semble préconiser le remplacement, faire du remplacement de population. Moi, d'abord l'utilisation que moi je connais du mot immigration de remplacement, on parlait dans ces cas-là du résultat de l'arrivée d'un grand nombre d'immigrants dans un milieu donné, et on disait que le résultat de l'arrivée d'un trop grand nombre d'immigrants dans un milieu donné, ça créait inévitablement des conflits, et que dans certains cas, les conflits venaient du fait que la population qui était déjà là réagissait contre la possibilité de recevoir une immigration de remplacement. L'immigration de remplacement n'était pas utilisée comme un programme, si je peux dire, ou comme c'était pas utilisé comme un objectif, c'était utilisé plutôt comme une expression pour décrire un résultat. Je prétends pas tout savoir au sujet de l'immigration de remplacement, puis c'est très possible qu'on utilise la même expression pour décrire deux réalités, ce qui serait très embêtant parce qu'à ce moment-là, comment savoir de quoi on parle si on utilise la même expression pour décrire deux phénomènes? Là, je reste perplexe maintenant, et puis, à dire le vrai, tout de suite, je me demande si c'est pas une erreur de traduction, et ça m'étonnerait pas que les gens, par exemple, qui ont traduit le document en français, aient vu l'expression immigration de remplacement quelque part et se soit dit « Ah, ça convient », sans savoir que c'était déjà un mot figé ou bloqué pour décrire quelque chose d'autre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a été repris récemment, je voudrais, dans les dernières années, par des médias populistes qu'on pourrait qualifier d'extrême droite, en Europe entre autres. Et puis finalement, on s'aperçoit que le mot de remplacement des populations vient aussi des rapports de l'ONU, qui se posent aussi la question. Je ne sais pas quoi dire de ça, mais ce que je peux dire de ce que vous me dites du rapport, parce que j'admets que je ne l'ai pas lu, c'est que moi, je ne crois pas du tout à l'idée qu'on puisse injecter comme ça une population de remplacement dans un milieu donné, tant qu'il y a déjà une population locale. Ça ne me paraît pas souhaitable de façon générale. Surtout qu'on le voit actuellement partout en Occident, là où il y a beaucoup d'immigration, il y a des tensions. Parce que c'est trop. On connaît même le seuil, hein, les experts vont vous le dire, c'est 40%. Que si on ne reçoit plus que 40% de population étrangère dans un milieu donné, dans un certain laps de temps, puis là, je ne connais pas la définition du laps de temps, mais que si on reçoit plus que 40%, c'est inévitable. C'est certain qu'il va y avoir des conflits, pour la bonne raison qu'il y a des gens qui se sentent envahis, qui se sentent dépossédés, et avec raison. Et moi, je suis de ceux qui pensent que si vous êtes chez vous, vous avez parfaitement le droit de décider qui vous allez accueillir chez vous, et que c'est pas un rapport des Nations Unies qui doit décider de ça. Moi, je suis très sceptique des rapports des Nations Unies, parce que les rapports des Nations Unies, de façon générale, pas toujours, il y a certains rapports qui ont été excellents, mais très peu, très rarement. Beaucoup sont simplement des redites de ce qu'on connaît déjà. C'est la très grande majorité des rapports des Nations Unies. Et puis aussi, presque tous ces rapports-là sont le fruit d'une négociation, mais dans bien des cas, les rapports sont préparés par des gens qui ont des objectifs en tête, qui sont des objectifs qu'on ne veut pas nécessairement révéler, qu'on ne juge pas bon de révéler et qu'on préfère envelopper dans un rapport des Nations Unies. Et ça, c'est dire que les rapports des Nations Unies, ça dit tout et son contraire, et qu'il faut se montrer très méfiant, vérifier ça, et surtout savoir où on s'en va avec ça. Moi, que les Nations Unies
Vous savez, il faut bien voir aussi que à l'intérieur des Nations Unies, vous avez beaucoup de pays qui ne payent même pas leurs cotisations et beaucoup des employés des Nations Unies viennent de pays qui ne payent rien aux Nations Unies et qui ne contribueront pas un sou des programmes que ces employés des Nations Unies vont préconiser. Eux vont préconiser des rapports que vous allez payer. Et ça, je trouve ça scandaleux. Aussi, je le dis aussi bêtement que ça, il n'y a personne qui a envie de se faire dire comment dépenser son argent ou qui veut être contraint de payer ou de faire les frais d'une lubie d'un employé des Nations Unies. Et malheureusement, c'est très souvent le cas avec les rapports des Nations Unies. Et là, bien entendu, vous avez n'importe qui, y compris des gens qui ont de très gros problèmes psychiatriques, et j'en ai connu, qui s'enveloppent de rapports comme ça pour dire c'est ça qu'il faut faire et maintenant sauter par la fenêtre. Non. Il faut utiliser son jugement, il faut examiner si c'est possible, si ça a du bon sens, et surtout... D'autant plus que, excusez-moi, dans ce rapport-là, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que on nous parle éventuellement de pallier une population vieillissante sans jamais parler d'une relance possible de la fécondité sur place, dans les pays occidentaux. Oui, donc, et puis, il n'y a rien qui dit qu'on doit absolument faire des enfants. Je vais revenir à ça. Moi, j'appartiens à une génération... les gens de mon âge, la génération de mon âge au Québec, de façon générale, les gens venaient de familles nombreuses. Mettons 8 enfants, comme c'est le cas de ma famille. Et moi, je viens d'un milieu très, très défavorisé, pour utiliser le terme poli, la grosse misère dans le bas de la ville à Québec. Et puis, c'était un milieu, c'était pas ma famille. Au contraire, ma famille était pauvre, mais on n'était pas dans une misère aussi extrême que bien d'autres, je dois le dire. Puis là, je trouve qu'il y a quelque chose de scandaleux là-dedans, qu'on vienne nous dire quoi faire. Dans les gens, les filles de mon âge, les gars de mon âge, on parlait ensemble comme ça en prenant des cafés le soir, en allant voir. Et puis, à un âge où on était tous... on avait tous envie de faire l'amour, on avait tous envie de faire des familles, et c'était, ou pas de faire des familles, de faire l'amour. Et c'était juste au moment de l'arrivée des pilules contraceptives, des moyens contraceptifs qui n'étaient pas encore tout à fait acceptés. C'était nouveau, mettons. On n'était pas encore tout à fait certain si c'était permis, si les religieux allaient permettre ça. Bon, il y avait des questions autour de ça. Mais une chose qui était certaine et qui revenait dans les discussions que j'ai eues, mais avec tout le monde que je connais de mon âge, une discussion qu'on avait, c'était est-ce qu'on veut faire une grosse famille comme toutes ces familles qu'on a connues, comme toutes ces familles qu'on a connues et qui mouraient de faim et qui vivaient à 10 dans un appartement de 4 ou 5 pièces dans le bas de la ville à Québec? Et la réponse était non, je ne ferai jamais ça. Je ne ferai pas ce coup-là à un conjoint ou une conjointe, je ne ferai pas ce coup-là à des enfants que je pourrais avoir. Et c'était une décision prise par, je ne peux pas parler au nom de toute une génération, mais prise par tout le monde que je connais de cette génération-là. Alors moi, je n'ai pas fait le sacrifice d'une famille pour que quelqu'un vienne me dire que je dois payer maintenant pour des immigrants que je n'ai pas invités chez moi, qui ne veulent pas me voir, qui ne veulent pas vivre comme chez moi, qui me détestent et qui prétendent en plus que je suis raciste et xénophobe. Les Québécois ne sont pas et n'ont jamais été racistes et xénophobes. C'est une chose qu'il faut dire bien ouvertement. Regardez simplement comment on a accueilli les Irlandais au 19e siècle. Les Québécois ont accueilli les Irlandais à bras ouverts. Les gens du bas du fleuve ont accueilli les orphelins irlandais chez eux, leur ont permis de conserver leur nom. Ils leur ont même pas imposé un nom francophone. Ils les ont élevés avec leur nom anglophone, comme dans le bas de la ville
à Québec, où moi, dans ma troupe scout, il y avait des Fitzpatrick, Harvey, des gens qui avaient des noms parfaitement anglais, qui ne parlaient pas un mot de français, mais qui avaient été élevés par des familles qui les avaient accueillis. Ce pas des gens racistes et xénophobes. En 1956, on a accueilli à Québec des réfugiés hongrois. Il y avait eu une insurrection à Budapest contre le régime communiste et l'insurrection a échoué et il y a des gens qui sont partis comme réfugiés et on les a accueillis à Québec en novembre 1956. Moi, j'étais là. J'étais là parce que j'avais rien à faire, j'avais 14 ans, j'étais raide pauvre, je me mourais d'ennui et il y a eu une petite annonce dans le journal demandant des volontaires pour aider à accueillir ces gens-là et je me suis dit, bon, c'est exotique, ça va me changer les idées. Remarquez qu'à l'époque, dans ma famille, on n'avait même pas de télé à ce moment-là. Je vous assure qu'à 14 ans, je n'avais pas d'argent pour faire de l'équipement de sport. Je ne pouvais rien faire sauf que de lire tranquille chez moi. À 14 ans, à un moment donné, on a envie de bouger un peu. Bon, je me suis dit, tiens, je vais aller là-bas voir ça. Et je suis arrivé là, je me suis présenté au comptoir, puis j'ai proposé d'aider. Et là, on m'a dit, oui, bon, ben, très bien. Alors, tu vas aller dans le bateau et tu vas aider les gens à descendre leurs valises. Je pouvais faire ça, c'était pas compliqué, je pouvais faire ça facilement. Alors, je suis allé là, puis j'ai descendu des valises. Et par hasard, le photographe du journal Le Soleil, le grand quotidien de Québec, m'a pris en photo alors que je descendais avec 2 grosses valises, derrière un papa et une maman avec un bébé dans les bras. Évidemment, c'était les valises de ce couple-là, mais je suis là avec mes 2 grosses valises, et moi, j'ai toujours l'air un peu exotique, enfin, j'ai toujours eu l'air un peu exotique, et puis, à ce moment-là, je suis passé en plein centre de la page du Soleil, une photo où on me reconnaissait très bien, et je suis devenu, aux yeux des gens de Québec, le jeune immigrant hongrois qu'on pouvait reconnaître. Pour un des leurs. Oui, mais absolument. Elle m'a pris pour un immigrant hongrois. Alors là, moi, je peux témoigner que pendant tout l'hiver qui a suivi, dès que j'allais me promener en ville, dans le Vieux-Québec surtout, mais dès que je sortais de mon quartier, les gens de Québec se jetaient sur moi pour m'inviter à manger, pour m'inviter à boire, pour me demander si j'allais bien, si je voulais quelque chose. Ils voulaient me donner des vêtements. Et je savais qu'il fallait répondre non. S'il avait fallu que mes parents apprennent que j'acceptais la charité des gens, mes parents seraient morts de honte. Et je savais qu'il fallait rester tranquille. Autrement, je craignais aussi que mes parents ne me permettent plus de sortir s'ils apprenaient ce qui m'arrivait. Mais je raconte ça pour vous dire que j'ai failli être kidnappé parce qu'on me prenait pour un immigrant. C'est pas une population xénophobe, ça. Et puis, en plus, j'ai découvert, quand j'ai voulu faire un texte à ce sujet-là récemment, et j'ai découvert ce que j'avais oublié ou ce que je n'avais pas lu à ce moment-là, mais pour accueillir ces 300 immigrants hongrois, il y a 3500 personnes de Québec qui sont allées à Lanse-au-Foulon les accueillir un dimanche après-midi. C'est pas une population xénophobe. C'est faux. C'est un mensonge. On se laisse injurier, insulter ainsi, alors qu'il n'y a pas plus généreux que les Québécois dans ce cas-là. C'est abominable ce qu'on raconte à notre sujet et on peut faire la preuve que ce n'est pas vrai. Comme lorsqu'on nous accuse d'antisémitisme. Moi, j'ai connu des Juifs, j'étais enfant, il n'y avait pas des Juifs, il y avait une Juive qui habitait chez moi, qui avait l'appartement au-dessus pas l'appartement, mais enfin l'autre étage chez moi. Puis le curé a voulu venir dire à mes parents qu'elle était juive, que c'était épouvantable. C'était la femme d'un militaire qui était au front. Et il a voulu venir lui dire que c'était une juive, que c'était épouvantable. Et mes parents lui ont dit de se mêler de ses affaires. On habitait à côté de l'église, de l'autre côté de la rue. Mais on ne s'est pas laissé dire quoi faire avec des étrangers. On n'avait pas à se laisser dire quoi faire avec des étrangers. Alors moi, quand on vient me raconter que les Québécois sont xénophobes, écoutez, je vous dis, j'ai failli être kidnappé, pas tellement ils aiment les étrangers. Voyons donc. C'est fou. Les gens disent n'importe quoi. Oui, comme l'histoire des Indiens prétendent qu'on a envahi les Indiens, qu'on a dépossédé les Indiens. C'est pas vrai du tout.
tous les historiens le reconnaissent, et les Indiens aussi. D'ailleurs, les Indiens ont invité Champlain à rester à Québec, à s'établir. Ils avaient déjà invité Jacques Cartier. Ils avaient besoin des Français pour leurs armes, pour se défendre contre les Iroquois. Qu'on se soit battu contre les Iroquois, oui, parce qu'on était dans le camp d'un autre groupe d'Indiens. C'est pas parce qu'on était contre les Indiens, on était pour des Indiens contre d'autres Indiens. Et la meilleure preuve de ça, c'est que pendant le premier hiver des Français à Québec, les Français ont été malades, ils sont presque tous morts de scorbut, et ceux qui ont été sauvés par les Indiens. C'est vous dire qu'il n'y avait pas de guerre entre les Indiens et les Blancs, et ce n'était pas une invasion. Et quand on nous dit qu'on était tous des immigrants, c'est entièrement faux. On a établi une colonie à l'invitation des Indiens, et une colonie, ce n'est pas un pays d'immigration. C'était une colonie française et on demeurait dans la juridiction française. Et donc, on n'a jamais été des immigrants ici. Et ce phénomène de colonisation est absolument unique dans l'histoire de la colonisation. Je le sais parce que j'ai eu de grosses engueulades avec des amis espagnols qui voudraient absolument que je me sente coupable, comme eux se sentent coupables de l'invasion espagnole en Amérique du Sud et au Mexique. Mais je n'ai pas à me sentir coupable comme eux, parce qu'on n'a pas envahi ce pays-là comme eux l'ont fait. On n'a pas tué les Indiens comme ils l'ont fait, ce n'est pas vrai. Mais il y a peut-être un fait qui est plus récent, qui est beaucoup plus moderne, qu'on appelle le communautarisme, qui s'installe partout en Occident, et où finalement les communautés se battent les unes contre les autres et font parfois du chantage. C'est-à-dire que le meilleur exemple de ça, c'est encore une fois Israël. C'est que dès qu'on critique la politique israélienne, on est forcément antisémite. Donc il y a un modèle qui est là, et puis effectivement, tout le monde, on revient en Occident sur l'histoire d'esclavage. On a vu dernièrement des groupes de pression en Belgique demander à ce qu'on retire des livres comme Tintin au Congo. Oui, mais ça montre simplement la bêtise humaine. Là, on n'a rien inventé, et puis il n'y a pas de limite. Dès qu'on accepte de se laisser intimider par des imbéciles pareils, il n'y aura pas de limite à ça. On le voit maintenant avec tout. On peut commencer à faire une longue liste de ça. C'est de la stupidité et de l'ignorance. Et il faut résister à ça. C'est bien entendu que si vous ne résistez pas, on va tenter de vous faire avaler plein d'autres choses ensuite. Quand j'étais en Afrique, par exemple, quand j'étais au Rwanda, à un moment donné, ce serait trop long de raconter toute l'histoire, mais à un moment donné, il y avait une employée là-bas qui était en plus une employée très malhonnête, ce qu'on a découvert par la suite, mais une employée africaine noire qui s'en est prise à moi et qui m'a accusé de racisme. Et puis là, j'étais vraiment très embêté parce que je savais qu'il n'y a pas pire accusation et que si je ne me débattais pas immédiatement, que j'allais traîner ça tout le temps et que j'allais avoir ces problèmes-là au lieu des Africains. Alors, j'ai fait deux choses. D'abord, j'ai demandé tout de suite, c'est moi qui suis allé demander aux autorités, j'ai dit, écoutez, elle m'accuse de racisme, faites une enquête, faites ça au plus vite. Moi, j'ai risqué ma vie pour des Noirs en Haïti, j'ai jamais risqué ma vie pour des Blancs. Alors, qu'on ne vienne pas m'accuser de racisme, là, elle n'a jamais risqué sa vie pour personne. Alors qu'on ne vienne pas m'accuser de racisme. Et puis, vous allez faire une enquête, puis on va tirer ça au clair. L'enquête m'a été tellement favorable que les Nations Unies ont refusé de m'en donner copie. Il y a même une décision du tribunal ordonnant aux Nations Unies de m'en donner copie, et puis le tribunal a toujours prétendu qu'il n'en trouvait plus de copie. Mais ça, c'est vous dire que si elle m'avait été défavorable, il y a longtemps que j'en aurais eu une copie. Bon. Et l'autre chose que j'ai faite, j'ai dit à mes collègues, j'ai dit, écoutez, c'est très simple ce qu'on va faire, parce qu'il y avait un de mes collègues noirs africains, noir de la Guadeloupe plutôt, qui jouait là-dessus. J'ai dit, c'est très simple, on va organiser une assemblée de tous les employés du tribunal et on va demander aux employés de voter pour dire s'ils considèrent que je les traite normalement. Je ne parle pas de les traiter avec condescendance comme un blanc qui se sent coupable. Je parle simplement de relations humaines normales avec quelqu'un qui a ses qualités et ses défauts et quelqu'un qui peut être de bonne humeur et de mauvaise humeur aussi.
Alors, on va juste leur demander si je les traite normalement et correctement. Et on va faire ça aussi pour mon collègue noir qui m'accuse. Le collègue noir n'a jamais voulu qu'on fasse ça. Il n'a jamais voulu, il savait très bien qui allait gagner. Je savais, j'étais le seul de toute l'histoire du tribunal qui partait dans l'autobus des employés noirs, évidemment des employés locaux. J'étais le seul à partir avec eux autres, et même les employés noirs me disaient « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu voyages en autobus avec nous? » C'est simple, vous passez devant chez moi. J'ai pas de voiture, je conduis pas, et puis au lieu d'attendre le chauffeur à la fin de la journée et de me quereller avec tout le monde pour avoir le chauffeur pour partir, c'est bien plus simple de prendre l'autobus avec vous. Vous passez devant chez moi. C'est juste pour montrer que dans certains cas, il y a des questions et des réponses très simples qui n'ont rien à voir avec le racisme du tout. Ça aurait pu être le contraire. J'aurais pu dire non, je ne veux pas prendre cet autobus-là parce que vous passez trop loin de chez moi. Mais ça veut pas dire que je suis raciste. Ça veut simplement dire que c'est pas pratique. Mais maintenant, tout le monde voit ces problèmes-là avec une lorgnette de racisme et tout le monde veut faire la preuve que vous êtes raciste. C'est le chantage, en fait. Oui. Un chantage permanent. Exactement. Quand j'étais au tribunal, d'ailleurs, j'avais dit à un moment donné à une employée rwandaise que j'aimais beaucoup, qui était noire, on ne peut pas faire plus noir. Et un beau noir épais, là. Et puis, à un moment donné, on parlait ensemble. C'est une femme, vraiment, qui avait beaucoup de classe, très distinguée. On parlait ensemble. Puis, à un moment donné, je lui avais dit, on se racontait encore une autre histoire invraisemblable, une autre bêtise du tribunal. Je disais, ah, écoutez, vous savez, j'ai dit, au tribunal, on a fait la preuve que la bêtise vient de toutes les couleurs. Et puis elle avait trouvé ça très bon, elle l'a répété à tout le monde. Je dis, nous autres au tribunal, on ne peut pas nous accuser de racisme, on a fait la preuve que la bêtise vient de toutes les couleurs. Et puis, c'est resté au tribunal, et il y a bien des gens qui m'aimaient beaucoup pour ça, parce qu'ils se sont répétés ça. Si on parle d'intelligence, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Ah, moi, je connais un noir qui est plus intelligent », un autre qui va dire « Non, moi, je connais un noir qui est bête et idiot ». Mais si vous parlez de bêtises, tout le monde va vous dire « C'est vrai, j'en connais toutes les couleurs ». On fait l'unanimité. C'est universel. Oui. On va parler d'un autre rapport, je ne pense pas que vous l'ayez lu non plus. C'était un rapport qui a été publié le 13 juillet par l'ONU, qui était le pacte mondial pour les migrations. Donc ça, c'est un traité qui était proposé, qui fait du bruit actuellement. Il y a beaucoup de pays européens qui ne veulent pas le signer. Moi, je l'ai lu, et j'ai lu un point, entre autres l'objectif 17, qui est un peu préoccupant quand même, où il indique qu'il faut éduquer les médias et faire la promotion de l'immigration, tout en menant des campagnes de sensibilisation auprès des gens et de lutter contre justement le racisme, la xénophobie, tout ça. Donc ça ressemble quand même à quelque chose d'assez totalitaire. C'est-à-dire que là, on essaye d'inculquer aux gens l'obligation de prendre des migrants et que s'ils ne le sont pas, il faut qu'ils se sentent coupables. C'est un peu ce qu'on disait à l'instant. Et là, on le voit sous la forme d'un rapport qui a été publié donc, le 13 juillet 2018, cette année. Oh, écoutez, je suis tenté de réagir spontanément, nerveusement. Savez-vous combien il y a de migrants à travers le monde? Énormément. Non, combien? Combien? Non, je ne sais pas les chiffres exacts. Bon, je peux vous dire que pour 2016, le chiffre... Le Canada veut rentrer à peu près 300 à 350 000 migrants par année. Oui. Il y avait un plan entre 2016, 17, 18 ou 19. Oui. 17, 18, 19, à hauteur de à peu près 350 000 migrants par année. Oui. D'après ce que j'ai entendu, Oui. M. Trudeau veut en faire encore entrer 350 000 jusqu'en 2021. Ce Trudeau-là est un imbécile. Son père, c'était pas fameux, mais au moins il était intelligent. L'autre, c'est un enfant de garderie. Et puis, on n'en sort pas. Non, 350 000, continuez à en faire rentrer. Pour 2016, le chiffre officiel, et on n'a pas compté tout le monde, on est certain qu'on n'a pas compté tout le monde, on le dit dans le rapport, 65 millions. Seulement pour l'année 2016. Ça, c'est pour le monde entier. Oui. Vous en voulez 350 000? Où est-ce que je vais mettre les autres? Hein?
Où est-ce qu'on va mettre les autres? C'est de la folie. Des gens, on va vous faire avaler les 65 millions de migrants? Comment est-ce qu'on va faire? Qui va les nourrir? Qui va travailler? On va devenir, et c'est déjà commencé par ça, par le biais de ces organisations internationales et de toutes les bonnes âmes, on va devenir les esclaves de ces gens-là. On l'est déjà. On paye déjà par notre travail des impôts qui sont envoyés pour nourrir des dictateurs africains. On les voit. Allez à Genève. Vous pouvez aller à Genève. Lausanne, c'est encore mieux pour les dictateurs africains. Allez à Lausanne faire un tour. Allez à Zurich voir les dictateurs africains qui profitent de votre argent, qui profitent de vos impôts. Vous savez, je disais ça à mes sœurs quand j'étais en Haïti. Je disais, écoute, je trouve ça scandaleux. Tout ce qui se passe, tout ce que je vois là-bas à l'intérieur des Nations Unies. Excusez-moi, oui, M. Sor, oui. par une petite discussion. C'est vrai que c'est un mouvement qu'on a vu qui a commencé, il y a eu les guerres en Syrie qui ont commencé aux alentours de 2011, à peu près, 2010-2011. Et là, on ne sait pas comment, par l'opération du Saint-Esprit, on a eu des gens qui sont massivement apprêtés aux portes de l'Europe. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à tout ça? Je veux dire, comment ça se fait que des gens se disent, OK, maintenant on y va? Les gens ne partaient pas avant et tout d'un coup, les gens partent massivement. Mais oui, mais il y en a un très simple. Et Trudeau, je veux bien croire qu'il ne le fait pas intentionnellement, mais Trudeau, fils et complice de ça, c'est que ces passeurs qui font des fortunes, font encore plus d'argent grâce aux déclarations de Trudeau. Dès que Trudeau fait des déclarations pour dire qu'il est prêt à accueillir des immigrants, vous imaginez bien que les passeurs font des affaires d'or, littéralement. Et Trudeau, à toute fin pratique, est complice du trafic d'êtres humains qui se fait là. C'est un naïf et c'est un imbécile, il faut bien le dire. Ça n'a pas de sens, c'est inacceptable. Parce que vous imaginez bien qu'à travers tout ce mouvement migratoire qui ne se fait pas gratuitement, ça ne se fait pas gratuitement, c'est pas vrai, il n'y a personne qui prétend que c'est gratuit. Mais à travers ça, en plus, il y a des trafics d'êtres humains parce que dès que vous voyez arriver deux petites filles mignonnes, pensez-vous qu'on les laisse continuer avec leurs parents? Celles-là, ça vaut plus cher. On va les renvoyer au marché à Zagreb, on va les renvoyer au marché en Allemagne, peu importe. Il y a des trafics d'êtres humains comme ça. Il y a toutes ces ONG aussi, dont on se demande d'où l'argent, le financement. Absolument. Vient, qui vont chercher, en tout cas en Europe, le plus loin possible en Méditerranée, les gens, pour soi-disant, pas qu'ils se noient, pour pas qu'ils se retrouvent à l'eau. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on renverrait pas le bateau d'où il vient? Vous avez compris, vous, pourquoi on ne renvoie jamais le bateau d'où il vient? Normalement, c'est ça, la règle internationale, c'est que vous renvoyez le bateau d'où il vient. Et puis, si la Libye est prise avec ces bateaux-là, à un moment donné, les Libyens vont cesser d'accueillir des gens qui veulent prendre le bateau. Si les gens reviennent chez eux, il faut les retourner chez eux. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont entièrement faux. Et le trafic... Et le problème aussi, je pense, en Europe, du moins, c'est que les pays ont été signataires d'un traité qui les oblige à porter secours à des réfugiés, donc ils ne peuvent pas refuser en tant que tel. Oui, mais là, ça, c'est autre chose. Mais pourquoi est-ce que les Blancs seraient-ils toujours en train de s'obliger à faire des choses alors que les gens d'autres pays ne le font pas? Pour poser une question bien simple, pourquoi est-ce que les pays musulmans n'accueillent pas les musulmans, n'accueillent pas les réfugiés musulmans? Des pays musulmans comme les Émirats arabes qui nagent dans l'or. Pourquoi est-ce que nous devrions accueillir des réfugiés musulmans qui sont là avec une religion envoyée par les Émirats arabes, que les Émirats arabes contrôlent, que les Émirats arabes payent pour faire des mosquées ici? Pourquoi est-ce que les Émirats arabes ne construisent pas de mosquées chez eux pour ces immigrants-là? Et moi, en tout cas, c'est ma grille de lecture un peu des choses. Je pense qu'on s'est pris un peu à notre propre jeu.
Oui. Quand vous citez les droits de l'homme, les droits de l'homme viennent d'où? Les droits de l'homme viennent de la philosophie des Lumières. Et ce que vous citez là, c'est l'égalitarisme. Oui. L'égalitarisme vient aussi de la philosophie. Absolument, absolument. On est dans une société finalement où on s'est tiré une balle dans notre propre pied. Oui, puis on À a la force d'invoquer toute la doctrine, disons, de la philosophie des Lumières, on finit par s'y prendre à notre propre jeu, quoi. Parce que c'est l'égalitarisme à tout bout de champ. Mais oui, mais ça, c'est un phénomène qui est très connu en droit, qu'on peut prendre n'importe quelle loi et, comme disent les Américains, la tourner sur la tête. Qu'on peut prendre n'importe quelle loi et la pousser jusqu'à l'absurde. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel droit et le pousser jusqu'à l'absurde. Ben, pour prendre un exemple, parce que je parlais de cannabis il y a quelque temps, de commission Ledin, lors des auditions de la commission Ledin, il y avait toujours des gens qui venaient nous parler des risques d'overdose. Et Marie-André Bertrand, qui était commissaire, qui est une criminologue très connue, et une femme brillante. Marie-André Bertrand finissait toujours par dire « Écoutez, vous nous parlez d'overdose, mais vous savez qu'on peut mourir d'overdose de n'importe quoi si on en abuse. Vous pouvez mourir d'une overdose d'eau, ça s'appelle une noyade. » Et là, les gens étaient restés bouche bée. Plus personne ne savait quoi dire parce que c'était l'évidence même. Et ça, dans ces discussions-là, bien des gens vous font tourner en bourrique en vous faisant un raisonnement qui vous mène à l'absurde ou qui vous mène à un non-sens. Mais il y a un moment où le bon sens a sa place. Je prétends pas qu'on... Le bon sens, on le cherche en ce moment. Hein? Oui, oui, mais enfin, oui, disons qu'on doit avoir une marge où on peut dire que telle chose, là, c'est tellement excessif que c'est pas là qu'on veut aller ou que c'est pas là qu'on va trouver la solution. C'est vrai que c'est parfois très abusif. Quand on entend Trudeau parler en anglais de people kind au lieu de dire mankind, parce que oui. c'est pas quelque chose qu'on aurait pu imaginer il y a 30 ou 40 ans. Ah, ça, j'ai vu tellement ça. Il y a longtemps, justement, quand je donnais des cours de droit de la personne, j'avais, même l'Office de la langue française avait publié tout un glossaire pour, en féminisant les noms, mais évidemment, de postes importants et de postes intéressants. Et alors, je demandais, j'avais des amis qui travaillaient là, je disais oui, mais alors, comment dites-vous vidangeur au féminin? Vidangeuse ou vidangerette? Bon, je me moquais d'eux comme ça et ça me faisait pas d'amis. Mais je vais vous dire ce que j'allais vous dire au sujet du cours que je donnais sur les droits de l'homme. C'est que ce que j'apprenais aux gens à ce moment-là, entre autres, c'est qu'on disait, vous savez, c'est épouvantable, les femmes ne pouvaient pas faire de commerce, ne pouvaient pas faire des affaires, il fallait que l'homme signe pour elles et elles ne pouvaient pas faire d'affaires. D'abord, c'est une affirmation qui est fausse, c'est pas parce qu'elles étaient des femmes, c'est que c'était des femmes mariées. La première chose, parce que la meilleure preuve qu'on a, regardez Marguerite Diouville, pour parler d'une personne qu'on connaît, dont on connaît l'histoire. Marguerite Diouville était veuve, elle est devenue commerçante, elle faisait des affaires, elle faisait beaucoup d'affaires, puis elle était très bonne. Bon, Marguerite Bourgeois fait des affaires aussi pour sa congrégation religieuse, puis elle faisait des affaires en France avant. C'était pas parce que c'était des femmes, c'est parce que c'était des femmes mariées. Et le problème des femmes mariées, ou ce qui concerne les femmes mariées, c'était pour les protéger qu'on ne leur permettait pas de signer les documents, parce qu'à l'époque, les femmes mariées, en général, avaient des enfants et qu'on ne voulait pas que ces femmes-là soient mises en prison pour dette. Que s'il y avait une dette dans la famille, c'est le mari qui serait mis en prison, comme c'est le mari, parce qu'il y avait l'emprisonnement pour dette, hélas, parce que ça aussi c'est un non-sens. Évidemment, si vous devez trop d'argent et qu'on vous met en prison et qu'il n'y a plus d'argent qui rentre du tout, comment allez-vous sortir de prison un jour? C'est un non-sens. Bon, alors, ce qu'on faisait à ce moment-là, c'est que pour protéger la famille, on protégeait la mère en se disant il faut au moins qu'il reste un adulte dans la maison, et ça va être elle. Et de l'autre côté, le mari qui risquait d'aller en prison s'il y avait des dettes, ben, il ne voulait pas que sa femme signe et l'endette et que lui se ramasse en prison. Ça va de soi. On n'a pas besoin de faire de longues démonstrations. C'est ça le problème. Mais personne
ne disait ça. Évidemment, les historiennes féministes de l'époque, ou bien elles ignoraient ça, ou elles ne comprenaient pas, mais personne ne parlait de ça. Quand je parlais de ça à mon cours, au début, les femmes réagissaient très agressivement. Je disais, ben, très bien, montrez-moi qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans. On essaye de protéger la mère et la famille, puis le pauvre type, il essaye de se protéger contre une femme qui serait dépensière. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Rien. C'est qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde tout le temps. Et dans certains cas, il y a des gens qui demandent le beurre et l'argent du beurre, qui demandent des impossibilités. Il faut pouvoir, pour pouvoir s'organiser, vivre en société, il faut pouvoir se parler, puis il faut pouvoir analyser des problèmes et structurer des solutions. C'est pas facile, mais c'est pas facile, d'autant plus avec des gens qui viennent d'horizons différents. Et qui viennent vous injurier. Puis les gens qui viennent d'horizons différents, évidemment, c'est notre faute aussi. On leur laisse croire, Trudeau leur laisse croire qu'ils n'ont qu'arriver ici et qu'à ouvrir la bouche et qu'on va les nourrir à la cuillère. Et personne, et ça je le regrette énormément, il n'y a personne qui leur dit que ce pays-là ne s'est pas fait tout seul. Que les Québécois de ma famille ont travaillé très fort pour construire ce pays-là. Il n'y a personne dans les immigrants qui arrivent ici qui a déjà dessouché un arbre ou même tout simplement déplacé une pierre dans un champ. Et ces gens-là viennent cracher sur nous parce qu'on est là avant eux. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on est là avant eux, on a fait le travail avant eux. Et s'ils veulent partir et aller faire du travail à la baie James, moi je veux bien qu'ils aillent le faire. Encore au 20e siècle, pendant la grande crise dans les années 30, les Québécois qui voulaient aller avoir une terre en Abitibi, aller cultiver là-bas, mais les Québécois partaient à pied avec leurs vaches pour amener leurs vaches en Abitibi. Connaissez-vous beaucoup de réfugiés musulmans qui feraient ça? C'est une réalité. Moi, je ne leur reproche pas, mais je pense qu'on a droit à un peu de reconnaissance. J'ai commencé à réclamer ça aux Nations Unies. À un moment donné, j'avais eu à traduire une liste des journées et des semaines et des années de ceci et de cela, de l'eau, des immigrants, tout ça. Bon. Et puis, ça avait une trentaine de pages tellement il y en avait. Puis je suis allé voir un de mes chefs pour lui dire, écoute, quand est-ce qu'il va y avoir la journée de la gratitude? Et puis, j'attends toujours la réponse. On risque d'attendre longtemps. Oui.